vous savez, les habitués ici savent que je mets du temps à me préparer à du nanar. Pour du Elon Musk, il m'en faut un peu plus, si vous voulez. Donc là, on va regarder la conf d'Elon Musk qui est sortie il y a moins d'une heure. Et je l'ai doublé, je l'ai fait doubler en IA. Comme ça, il n'y aura pas de souci de traduction. Est-ce que le doublage IA sera plus insupportable que sa vraie voix? Normalement, ça devrait être pareil. Est-ce que le doublage va bégayer? Oui. Oui, j'ai écouté tout à l'heure, oui, oui. Ah, c'est parti. Promis, je vais essayer d'être tranquille. Je dis pas que je serai. D'accord, tous les opérateurs sur le Capitaine 1. Directeur des Lumières, allez pour le lancement. Séparation. Démarrage du train d'atterrissage du propulseur. Début de la ligne de largage. Le booster a atterri. Ouais. Oh, voilà. D'accord. La porte d'entrée vers Mars. Alors, nous y sommes. Nous sommes ici à la nouvelle base intégrée Starbase, Texas. C'est la première nouvelle ville créée en Amérique depuis, je pense, plusieurs décennies. C'est du moins ce qu'on m'a dit. Et un nom très cool, vous voyez, c'est dénommé ainsi parce que c'est là que nous allons développer la technologie nécessaire pour amener l'humanité et la civilisation et la vie telle que nous la connaissons sur une autre planète pour la première fois dans l'histoire de la Terre qui s'étend sur 4 milliards et demi d'années. C'est la première sorte de fusée Mad Max. Quoi? Justice Heuristic Radical éclairage est très important pour cette fusée Mad Max. Mais c'est ultra gênant. Attends, de base, c'est comme ça? Y a pas qu'à moi que ça le fait. Attendez, je mets sur un onglet à côté là, je mets l'original. Even those little things we built, obviously. Mais c'est giga cringe. That's the original sort of Mad Max rocket. Ah oui, il avait vraiment dit la fusée Mad Max. Donc oui, il n'y a pas si longtemps, il n'y avait pratiquement rien ici. Il n'y avait pratiquement rien, donc à part 3 réserves naturelles, des centaines d'animaux en voie de disparition. Il y avait un village, Boca Chica, avec des habitants qui étaient là, qui avaient construit leur propre maison. Grâce au travail incroyable de l'équipe SpaceX, nous avons construit une petite ville. Et nous avons construit 2 gigantesques rampes de lancement et une immense usine de fusées pour une immense fusée. Donc, la chose intéressante est que pour quiconque regarde cela, vous pouvez réellement venir visiter, car toute notre installation de production et notre site de lancement sont sur une route publique. Donc, quiconque vient au sud du Texas peut venir voir la fusée de très près et voir l'usine. Et donc, si quelqu'un ici est intéressé à voir le plus grand objet volant sur Terre, peut venir ici quand il veut et juste descendre la route publique pour le voir. Ce qui est plutôt cool. Starbase 2025. Nous sommes maintenant au point où nous pouvons produire un vaisseau environ toutes les 2 ou 3 semaines. Mais l'objectif final est de pouvoir produire 1000 vaisseaux par an, donc 3 vaisseaux par jour. Ah, c'est cringe. Je me tiens dans ce bâtiment. C'est notre Overcraft. Ah bah l'IA, elle a pas dû beaucoup travailler pour faire le doublage, hein. Nous conduisons le booster. Descendre la route jusqu'au site de lancement. Vous pouvez voir le méga. Tout ce truc cool. Cette route-là, à gauche, cette autoroute est publique.
et vous pouvez simplement venir ici pour la voir, ce que je recommande de faire. Mais il a plus d'amis pour... Non, faut que j'arrête. Faut que j'arrête. Je vous ai dit, faut que je reste calme. Faut pas que je sois méchant. Faut pas que je sois salé pour qu'on ait un replay propre. Ça fait 3 fois qu'il invite les gens à venir à Starbase. Mon guess, c'est qu'ils utilisent les gens qui viennent pour une activité économique du style restaurant, food truck et autres trucs, parce que ça les aide à financer un peu. C'est mon guess. Bon, c'est pas factuel du coup, mais c'est... Voilà. Je pense que c'est très inspirant à voir. C'est notre gigabay, là où nous étendons l'intégration pour produire 1000 Starships par an. 1000 Starships par an. 1000 Starships par an. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça fait, 1000 Starships? Un indice, c'est plus que 10. Ça en fait 3 par jour. Enfin, plus de 3 par jour. Plus de 3 par jour? Pourquoi faire s'ils sont réutilisables? C'est une structure vraiment énorme. Ce sera l'une des plus grandes structures, et je pense que, d'après certaines mesures, la plus grande structure du monde. Comment ça, d'après certaines mesures? C'est soit la plus grande, soit pas la plus grande. Et la plus grande structure du monde, c'est pas le Burj Khalifa au hasard? Elle va faire 1 kilomètre de haut, ton truc là? Parce que là, vu la hauteur, on est en dessous de la taille du VAB. Hein. De ce qu'on a vu, je reste factuel. Hein. Le VAB, c'est à peu près 120 mètres de haut. Je sais pas exactement combien fait un Starship comme ça, là, genre sans Super Heavy. Mais là, on est à peu près à la hauteur d'un Starship plus, on va dire, un 6e. Ça fait pas 120 mètres, hein, clairement pas. 160 mètres le VAB. Ouais, bah voilà, on est en dessous. Hein. Je vois pas comment on pourrait être au-dessus, en fait. Puisque le Starship seul ne fait pas 100... Là, il faudrait qu'il fasse au moins 130 mètres, le Starship. C'est pas possible. Surtout avec les Cybertrucks en bas, là. Là, avec les Cybertrucks en bas, ça a pas du tout... C'est pété du cul, leur histoire, là. 120 mètres, un Starship. Non, pas sans Super Heavy. C'est pas possible sans Super Heavy. Sinon, en tout, il ferait plus de 200 mètres, le machin. Regarde là. Là, on est que sur le Starship seul. Ou alors, ils vont faire un truc avec le Super Heavy, mais ça ne sert à rien, puisque le Super Heavy et le Starship ne sont liés que au lancement. Donc ça n'a aucun sens, en fait. C'est du mensonge. Voilà, c'est factuel. Il ment. Nous construisons également une gigabay en Floride, avortant. Regarde, en fait, ils stackent pas Starship et Super Heavy l'un sur l'autre. Ça n'a aucun sens. Donc en fait, ils n'ont pas besoin de faire un bâtiment assez haut pour avoir Starship plus Super Heavy, les deux stackés ensemble. Donc, ils font le bâtiment qui peut accueillir soit le Super Heavy, soit le Starship en hauteur. Mais pas les deux ensemble. Donc il peut pas être plus haut que le VAB. Sauf s'il rajoute de la hauteur pour juste concours de bits. Mais il n'y a pas d'intérêt en fait. Il dit la plus grande, pas la plus haute. Peut-être une histoire de volume. Bah non, parce que le VAB est au-dessus du coup. Le VAB est au-dessus puisqu'il y a aussi 2 baies. Et puis en volume, le VAB a été battu aussi. Mais bon. Bref. Ainsi, on va pas s'attarder là-dessus. 2 installations, une au Texas et une en Floride. Ouais, en fait, je pense que les silences, c'est qu'il attend les applaudissements parce que il attend toujours les applaudissements Musk. C'est factuel encore, c'est pas du sale. Et là, il y en a pas qui viennent, donc c'est cringe. C'est en fait difficile d'évaluer la taille de ces bâtiments. Ah ouais? Ah ouais? Putain. Faut que j'arrive à rester calme. Promis, je fais tous les efforts du monde pour rester calme face à ce bullshit. Donc il dit qu'il va y avoir 2 usines. On a bien compris, hein. Il a dit un bâtiment comme ça peut sortir 1000 Starships par an. Et il y aura 2 bâtiments comme ça. Donc les maths c'est facile, c'est 2000 Starships par an. Je sais pas s'il compte les Super Heavy ou pas. Je sais pas comment il compte en fait. Il compte pas là, c'est chelou. Alors comment il arrive à 1000 par an? Du coup, on sait pas. Puisque s'il y a 2 bâtiments qui font 1000, ça fait 2000, ça fait pas 1000 déjà. Ça voudrait dire 6 Starships par jour. Pourquoi faire? S'ils sont full réutilisables, t'as pas besoin d'en construire autant. Pour aller sur Mars à la limite? Oui, parce qu'il faut construire autant de ravitailleurs. Ok, ça se tient. Ok, ça se tient. Peut-être que ça se tient en fait. Alors, quand nous regardons notre comparaison de construction, véhicules par an,
Donc, vous regardez Boeing et Airbus fabriquer des avions. Starship fabrique. Nous fabriquerons à un moment donné probablement autant de Starships pour Mars que Boeing et Airbus fabriquent d'avions commerciaux. Qu'est-ce que vous voulez que qu'est-ce que vous voulez que je commande ça? Qu'est-ce que vous voulez que je commande ça? Bon, comme d'hab, c'est un appel à l'avenir, hein. C'est avec des si, je peux dire n'importe quoi, hein. Moi, je peux vous dire que je pourrais produire 8 vidéos par jour, plus que n'importe quel autre youtubeur dans le monde. Et je vous assure que dans un an, j'ai autant d'abonnés que MrBeast. Voilà, ça a la même valeur de preuve, hein. Ça a la même valeur. Donc, c'est vraiment à une échelle, non à une échelle énorme. Et chaque Et vous voyez comment il cherche la validation du regard en espérant avoir la validation en mode soit il sourit, soit ils sont hypés. Il est toujours comme ça, Elon Musk. Toujours à chercher la validation visuelle des gens pour voir s'il arrive à les impressionner. Le VAB, qu'est-ce que c'est au juste? Ah, pardon, le VAB, c'est le Vehicle Assembly Building. C'est le bâtiment en Floride de la NASA où on construisait les Saturn V. On assemblait les Saturn V. Et là où actuellement on assemble la SLS. Voilà. Et qui a été pendant un temps, mais très peu de temps, le plus gros bâtiment du monde en volume. Chaque Starship est plus grand qu'un 747 ou un A380. C'est vraiment énorme. Ça n'a aucun intérêt de faire ce genre de comparaison. C'est comme comparer, dire ah bah moi mon bâtiment il est plus haut que le tien, hein. Voilà, c'est tout. Là on est encore dans la valeur de preuve zéro, valeur d'argumentation zéro, toujours rien pour l'instant. Et puis en termes de Starship, satellite Starlink, les satellites de version 3, produisant de l'ordre de 5000 par an, peut-être à un moment donné, plus proche de 10 000 par an. Bon, est-ce qu'il va au bombardier B-24 pendant la Seconde Guerre mondiale? B-24 Liberator, oui. Maintenant, c'est encore petit comparé à Tesla. Oh là là. Donc, C'est quoi déjà l'expression comparer des pommes et des oranges? Non. donc, Parce que là, il compare littéralement des avions de ligne avec une fusée prototype, avec des petits satellites de communication, avec des bombardiers pendant la Seconde Guerre mondiale, avec une voiture électrique. Ah, les torchons et les serviettes, merci, c'est ça. Parce que moi, je peux faire la même chose, hein. Je peux comparer la production de Tesla annuelle et production de... Allez, qu'est-ce qu'on va dire? La production de cure-dents. Bah, je vous dis qu'il est perdant, hein. Pourquoi il n'a pas ajouté les pailles? Les pailles en carton? Pailles en carton bio? Franchement, les canettes de Coca, je ne sais pas combien on en produit par an, mais je pense qu'on est très très largement au-dessus du nombre de Tesla. Mais du coup, c'est aussi valide. Parce que là, on me dirait, dans le replay ou dans les commentaires, on me dirait, ouais, non, mais pourquoi tu veux ajouter des trucs qui n'ont aucun sens? Bah, parce que c'est le cas, là. C'est-à-dire que c'est le cas, là. Ce que vous avez là, ça n'a aucun rapport. Absolument aucun. Là, Tesla, c'est 1 773 443 véhicules par an. Et ben, sachez que moi, hein, tout seul, hein, les 365 derniers jours, j'ai 2 millions d'heures de visionnage sur mes vidéos. Et 7 millions de vues. Bah voilà, je produis plus que Tesla. Là, si je me mettais sur le graphique, je serais en dehors de l'écran. Et là, vous allez me dire, mais ça n'a aucun rapport. Bah oui, justement. Et Tesla fera probablement, vous savez, doubler ou tripler ce volume à l'avenir. Comme ces chiffres, bien qu'ils soient incroyablement élevés selon les standards spatiaux traditionnels, sont réalisables par les humains, parce qu'ils ont été réalistes dans d'autres industries. Le progrès se mesure par le cas. Si on arrive à réaliser des milliards de cure-dents par an, ça veut dire qu'on peut faire des milliards de fusées par an. C'est ce qu'il vient de dire. Il vient de dire, si on arrive à avoir ces chiffres dans d'autres industries, on peut faire la même pour des fusées. Très bien. Bah vas-y mon gars. Chaque lancement consiste à en apprendre de plus en plus sur ce qui est nécessaire pour rendre la vie multiplanétaire et à améliorer Starship au point où il peut finalement emmener des centaines de milliers, sinon des millions de personnes vers Mars. Idéalement, nous pouvons emmener toute personne qui veut aller sur Mars. Nous pouvons l'emmener sur Mars et apporter avec eux tout l'équipement nécessaire pour rendre Mars autosuffisant. Arriver au point où Mars peut continuer à croître, même si les approvisionnements depuis la Terre cessent pour une quelconque raison. Très bien. Donc sur Mars, vous allez pouvoir produire de l'eau, produire de la bouffe. Vous allez pouvoir emmener vos animaux, ce qui est biologiquement impossible.
Vous allez pouvoir survivre à long terme, ce qui est biologiquement impossible aussi, c'est prouvé par la science. C'est factuel. À long terme, l'humain, comme les animaux, comme la végétation, c'est biologiquement impossible, même dans le futur. Ils ne peuvent pas survivre. C'est impossible. Je l'ai expliqué dans ma vidéo sur le Starship à l'époque, et c'est même pas moi qui l'ai expliqué, c'est quelqu'un qui est un peu docteur en biologie quand même, donc c'est quelqu'un qui est un petit peu à même de l'expliquer. Ce qu'il vous vend là, c'est scientifiquement impossible. Et qu'on me dise pas, oui, mais plus tard, on aura des trucs nucléaires, et puis on aura la technologie à fusion, et puis on aura la technologie... Non, 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 non. La technologie ne peut pas briser les lois de la physique, et les lois de la biologie en l'occurrence. C'est factuellement, scientifiquement, impossible. Alors, vous pouvez aller sur Mars, oui, c'est possible, c'est physiquement possible. On a déjà la technologie depuis longtemps, on n'a juste pas les thunes. Mais y rester à long terme, ça va vous tuer. C'est tout. Ça va tuer tous les animaux que vous emporterez avec vous. Ça va emporter tout le monde. À long terme, c'est impossible. À cause de l'environnement, qu'il soit artificiel ou naturel, qui est différent de celui dans lequel notre organisme est habitué à évoluer. On en a parlé dans la vidéo Starship. Je vais prendre un exemple qui est un peu extrême. Donc en gros, c'est comme si tu disais, on va pouvoir emmener tous les ours polaires pour qu'ils survivent dans le Sahara. C'est un exemple extrême, vraiment extrême. Mais en fait, biologiquement, les ours polaires ne peuvent pas survivre au Sahara. Même si tu les mets sous la clim, et que ta clim, elle dure très très bien pendant 20 ans, ils pourront pas. Ils sont habitués à un environnement. Leur corps, leur organisme, les bactéries qui les composent sont habitués à un certain environnement. Et que si tu les mets ailleurs, eh ben ça marche plus. Ça marche plus. Même que quand tu essayes de recréer artificiellement, on a déjà essayé, ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Parce qu'en fait, il y a toute une chaîne. Il y a tout un truc où c'est relié. Les plantes sont reliées aux bactéries, qui sont reliées aux insectes, qui sont reliées aux animaux, qui sont reliées à l'humain. En fait, il faudrait recréer la Terre à l'exact. Il faudrait la cloner à l'exact, ce qui est complètement impossible, parce que l'environnement même repose sur la position de la Terre, les saisons, les machins, ce qui n'est pas la même sur Mars. Donc c'est baisé. Même en faisant pousser des patates dans notre caca. Alors, ça marche, mais à court terme, du coup. L'écosystème, tout est lié dans l'écosystème. C'est une grande chaîne, et le moindre maillon que tu pètes, et même si tu mets un maillon en plastique, ça ne suffit pas. Et les rayonnements sur Mars, oui, bien sûr, mais ça, c'est encore autre chose. Mais là, je parlais du principe, imaginons, on fait une cave avec un rayonnement artificiel qui reproduit super bien avec les UV, machin. On fait un truc ultra self-sustainable, comme il dit, donc en autarcie totale. Ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Il a un plan pour relancer le champ magnétique? Non, parce que même s'il le faisait, ça changerait rien en fait. D'un point de vue biologique, en fait, ça marche pas. C'est tout. Ce qui t'explique là, à partir de maintenant, il va sûrement dérouler le truc, je le connais. Parce qu'il le fait tous les 2 ans, il fait une conférence comme ça, où il redéroule toujours la même chose, il va sûrement parler des dinosaures encore. Ça n'aura aucun sens. Puisque de toute façon, le principe de base fait que c'est impossible. Donc tout ce qui va nous dérouler après, je pense, va être impossible. Nous avons atteint une résilience civilisationnelle où Mars peut potentiellement venir au secours de la Terre si quelque chose tourne mal. Bah non. Ou peut-être que la Terre pourrait venir au secours de Mars. Mais ce que nous aurons, mais avoir 2 planètes qui sont toutes deux autosuffisantes et fortes, je pense que cela va être incroyablement important pour la survie à long terme de la civilisation. La conception de toute civilisation donnée est probablement vouée à durer, peut-être, je ne sais pas, 10 fois plus longtemps, peut-être beaucoup plus longtemps, si c'est une civilisation multiplanétaire, que si c'est une civilisation sur une seule planète. Donc ça veut dire que si on va dans un environnement artificiel sur une planète morte, où il n'est pas possible de recréer exactement notre environnement sur lequel on n'a pas été créé, quand je dis créé, c'est pas dans le sens créationnisme, hein, c'est créé dans le sens où on n'a pas évolué dans cet environnement. Non, on peut pas tenir 10 fois plus longtemps, Elon Musk, c'est débile. C'est pété du cul, je suis désolé. C'est factuellement pété du cul. C'est pas salé de dire ça, c'est factuel. C'est pété du cul, scientifiquement, ça n'a aucun sens. Parce qu'il y a toujours une certaine chance que vous, nous, les humains, pourrions faire quelque chose de fou comme une 3e guerre mondiale. Espérons que non. Mais il a pas un peu le culot de dire ça? Lui n'a pas un peu de culot de dire ça? Lui? Pardon, je reste factuel. Mais c'est possible. Ou qu'il pourrait y avoir un événement naturel comme des météores ou des super volcans ou quelque chose que nous n'attendons pas. Et puis, si nous n'avons qu'une seule planète, alors cela pourrait être la fin.
Mais si nous avons 2 planètes, nous continuons, et ensuite, nous allons au-delà de Mars, finir par aller sur la Lune. Peut-être la ceinture d'astéroïdes, les lunes de Jupiter, et au-delà, et finalement, vers d'autres systèmes stellaires. Et nous pouvons être là-bas, parmi les étoiles, faisant de la science-fiction une réalité. Donc, pour... Est-ce qu'en 2025, vraiment, je pose la question sincèrement, je vais faire un sondage, bougez pas. Et je veux que vous répondiez vraiment sincèrement. On a 2 personnes qui pensent, 3 personnes qui pensent encore que on peut encore coloniser l'espace. Quand je parle de coloniser l'espace, bien sûr, j'ai pas beaucoup de place sur le sondage. Je parle de, bien sûr, s'installer durablement. Hein. Créer une civilisation sur une autre planète. J'aurais peut-être dû le dire avant que vous votiez, d'ailleurs. 6 personnes. Non, il y a du troll, là. 20%. Non, il y a du troll. Il y a du troll. Ok, c'est du troll. À très long terme, pour toujours. Genre, bâtir une civilisation sur Mars pendant des millions d'années. Et genre, aller jusqu'aux étoiles, quitter le système solaire, aller sur une autre étoile. Non, c'est pas possible qu'il y ait 24%, il y a du troll. C'est pas possible. J'y crois pas un instant. Non, je pense vraiment. Il y en a... Attends. Il y en a parmi vous qui le pensent vraiment. Mon cerveau ne peut pas accepter ce sondage. Mais je vais devoir développer un petit peu. À très long terme, j'y pense vraiment aussi. Vraiment. Fin de l'humanité quand le soleil deviendra une géante rouge. Ouais, mais justement, c'est un de ses arguments à Elon Musk, c'est dire on va aller dans d'autres systèmes solaires. Comme ça, quand notre soleil mourra, dans 3,5 milliards d'années quand même, on a le temps, en fait, nous, on sera tranquille. Oui, on va continuer parce que sinon, là, on n'est qu'à 12 minutes du truc. Il va encore nous dire des dingueries. Pour atteindre cet objectif, nous devons fabriquer des fusées rapidement réutilisables. En revanche, coloniser la Lune, même problème. Alors après, si, on est à 3 jours de voyage, donc on peut revenir et ça va. Mais on a toujours ce même problème de à long terme. Si on revient pas sur Terre de temps en temps à long terme, on est baisé. Notre corps ne marche plus. C'est plus possible. Il nous faut un environnement, toujours la même chose. Afin que le coût par vol, le coût par trajet vers Mars soit le plus bas possible. C'est essentiel. Oui. Donc, pour cela, des fusées rapidement réutilisables. Nous pourrions... c'est en fait 4 R. Oh, c'est comme un pirate. R. C'est comme des fusées rapides, réutilisables et fiables sont la clé. R. Donc, c'est vraiment époustouflant que le... Recept SpaceX serait satisfait for the plus grand objet pour des chemins fabris. En utilisant une méthode très innovante pour l'attraper en vol avec d'énormes baguettes. Bon, tu causes Elon là parce que on s'en fout un peu de ça. On a tous vu ça, on s'en fout. Oui, bon, c'est bon, ils vont nous montrer tous les angles ou... Dans le lancement. D'une manière ou d'une autre. Et puis, il est attrapé par les bras de la tour. Oui, on a compris, on sait comment ça marche. On a vu la vidéo, Elon. 30 à 40 minutes et placer un vaisseau de surf. En principe, refaire voler tout le propulseur chaque heure. Peut-être toutes les 2 heures pour donner un peu plus de temps. Mais disons juste que c'est dans la limite de la réutilisation rapide. Oui, en attendant, tu l'as même pas fait avec une Falcon 9, donc si tu veux, bon. Et puis, de bâcher de ce que nous devons faire et d'assurer le vaisseau aussi. Oui, il veut faire la même chose avec le vaisseau, on a compris. Et nous le ferons. C'est ce que nous espérons démontrer plus tard cette année. Peut-être dans 2 ou 3 mois. Et ensuite, le vaisseau serait placé au-dessus du booster. Et ensuite, rempli de propulseurs et relancé. Avec le vaisseau, cela prend un peu plus de temps, car il doit orbiter autour de la Terre plusieurs fois, jusqu'à ce que la trajectoire revienne au-dessus de la rampe de lancement. Mais le vaisseau est également conçu pour être relancé plusieurs fois par jour. Grand bravo à l'équipe. Est-ce que vous pouvez m'expliquer si c'est quasiment immédiat quand il revient sur Terre et qu'il repart et qu'il est replacé sur le Super Heavy? Attendez. Comment le vaisseau, en quelques minutes, peut faire le voyage entre une tour et l'autre? Entre la tour qui a le Super Heavy et la tour qui a le Starship. Comment ça marche?
Il va falloir le poser sur une remorque, il va falloir le déplacer jusqu'à la tour. Ça peut pas prendre 20 minutes, c'est pas possible. Cela prend un peu plus de temps, car il doit orbiter autour de la Terre plusieurs fois, jusqu'à ce que la trajectoire revienne au-dessus de la rampe de lancement. Ok, donc imaginons tu pars vers Mars, et pendant le lancement, il faut rentrer d'urgence. Comment tu fais? Mais la trajectoire, elle revient pas tout de suite au-dessus de la zone de lancement, ce qui est normal, puisque la Terre tourne. Comment tu fais? À part faire feur, tu fais quoi? Parce que vous prenez n'importe quel autre lanceur, ayant des humains à bord, il était capable de gérer un amérissage d'urgence. Il était capable de se poser dans des terrains qui n'étaient pas prévus à ses effets. Et même un avion est capable de se dérouter. Par exemple, pour la navette, vous aviez la procédure qui s'appelle le bail-out. La navette spatiale n'était pas capable d'amérir. Et par contre, il y avait la procédure de... Je vais vous montrer, ça ira plus vite. Je résiste jamais à vous montrer des navettes spatiales. De toute façon, vous me connaissez. C'est obligatoire. On est obligé d'en passer par là. De toute façon, on est obligé d'en passer par là parce que sinon, voilà. Je ne suis pas complet tant que je vous ai pas montré des navettes spatiales. Vous le savez très bien. Mon monde pour une navette spatiale. Okay, wikiarchive.space. Oui, désolé, il faut que j'ai ma dose de navette, sinon je vais pas bien. Donc, hop, on va aller sur n'importe lequel. Au hasard, STS 107, parce que je sais qu'il y a les photos en question que je cherche. Donc, vous avez une procédure de navette spatiale qui s'appelle le bail-out. Grosso modo, vous êtes en train de rentrer de l'espace, mais votre navette n'est pas sur la trajectoire d'une piste d'atterrissage. Donc, ce que vous faites, c'est que vous sortez une grosse tige qui va guider en fait votre chute pour éviter que vous vous tapiez l'aile quand même. Ça serait quand même assez ballot. Et du coup, vous laissez glisser cette tige et vous vous accrochez, ça vous fait un guide. Et vous êtes muni d'un parachute et d'une sorte de gilet de sauvetage / canot de sauvetage. Et ça donne quoi? Ça donne, ça donne ce genre de truc-là. Vous pouvez le fermer, vous avez cette espèce de petit truc-là, vous voyez. Et ça vous fait un petit radeau de sauvetage avec l'essentiel de communication, etc., etc. Comment on fait pour un Starship? Est-ce que 100 personnes peuvent bail-out? Est-ce qu'il y a le temps? Vous prenez un Starliner, il peut atterrir sur Terre comme sur mer. Vous prenez une Crew Dragon, elle peut atterrir sur mer, elle est certifiée pour ça. Sur Terre, c'est un peu compliqué, mais ça ferait très mal, ça ferait des blessés, mais ça ferait pas des morts. Du coup, comment ça marche avec un Starship? Bah ça marche pas, voilà, c'est tout. Ça marche pas, ça n'est pas possible. Donc ça, déjà, c'est aussi du bullshit. Il y a plein de problèmes qui l'éludent volontairement, hein, mais complètement volontairement. Ça n'a aucun sens. Puisque, en fait, le Starship ne peut pas planer. Il ne peut pas se poser en sécurité en mer. De toute façon, s'il a un souci de moteur, il est baisé. Là où la navette spatiale était de toute façon un planeur, par exemple. Et là où la Crew Dragon a des parachutes. Et le Starliner aussi. Et le Soyuz aussi. Et des parachutes de secours. De la redondance sur les parachutes, c'est ça que j'entends. Là, le Starship, il a rien de tout ça. Donc, c'est le nouveau Raptor 3 qui est un moteur incroyable. Grand bravo à l'équipe Raptor pour cela. C'était très excitant. Donc, c'est un Raptor 3. Peut-être, il faudra probablement quelques essais, mais c'est une augmentation massive de la capacité de pousser, de l'efficacité du moteur et de la fiabilité. Donc, c'est vraiment un moteur révolutionnaire. Vous savez, le Raptor 3 est vraiment, je dirais, un moteur de fusée à la technologie presque extraterrestre. Presque extraterrestre. Pardon, j'avais dit que je devais rester... Pardon, je devais rester sérieux. On est sérieux, on est sur un live carré. On est carré. Mais presque. Oui, c'est très bien, mais ça te fait pas quitter le système solaire, ça, mon gars. Hein. Je veux dire, c'est franchement une merveille d'ingénierie. Oui, mais c'est pas ça le problème, en fait. Puis, l'une des autres technologies clés pour Mars est... La technologie qu'on développe là, c'est comme celle qu'on a pour le ravitaillement des avions, mais c'est un petit peu plus complexe, mais on y arrive parce qu'on est trop fort. Ça n'a jamais été testé. Hein. Voilà. Et il dit qu'on en a besoin pour Mars, on en a besoin pour la Lune aussi. Hein. Disons que la NASA a peut-être payé 3 milliards pour ça, et que pour le moment, ils n'en ont pas vu la couleur, alors que le premier test devait avoir lieu en 2023. Pardon, 2022. C'est un ravitaillement orbital de fusée, ce qui n'a jamais été fait auparavant. Et toujours pas aujourd'hui. Auparavant, non, mais là, toujours pas, non plus. Mais c'est techniquement faisable. Source. On a réussi à le faire sur Blender, donc on peut le faire. Donc, grosso modo, c'est ça l'argument actuel, là. C'est le même argument que si moi je vous disais, regardez, j'ai réussi à faire un dessin
où Elon Musk, il fait un triple backflip aux Jeux Olympiques et il a une médaille d'or. Donc ça veut dire qu'il peut le faire dès maintenant. C'est exactement le même argument. Alors, c'est pas physiquement impossible de faire du transfert de carburant, c'est pas ce que je dis. J'ai juste que pour le moment, ils l'ont pas fait, c'est tout. J'ai toujours l'impression que ces choses sont un peu NSFW. Un peu. Bon, là, il fait une référence au sexe en disant « Ah, c'est not safe for work », on dirait un peu, c'est un peu du porno quoi qu'on regarde là parce que bah il met papa dans maman. Ça, c'est la psyché habituelle de Elon Musk. Hein. Je rappelle qu'il a bientôt 15 enfants avec 4 ou 5 mères différentes selon si on prend les chiffres officiels ou officieux. Et qu'il est d'ailleurs en train de construire un complexe pour qu'ils vivent tous au même endroit avec lui, avec leur propre école privée, leur propre cours de tennis privé. Et il construit son petit complexe complètement fermé, complètement clôturé. Source New York Times, quand même. Voilà. C'est le New York Times et d'autres hein, qui ont rapporté ça. C'est pas une ville, du coup, c'est un petit complexe qui est juste à côté d'une usine Boeing Company. Et il a fait une maison pour chacune des mères qui lui a donné un enfant. Chacune des femmes qui lui a donné un enfant. Et beaucoup de ces femmes-là ont refusé, puisque bah, vu qu'ils ne payent pas... bon, on part dans le personnel, j'arrête. Écoute, il faut bien transférer des fluides d'une manière ou d'une autre. Il n'y a pas... Cela doit être fait. Voilà, et il est content parce que c'est une référence sexuelle. Vous voyez son petit sourire. Regardez bien sa tête. Il faut bien transférer des fluides d'une manière ou d'une autre. Il n'y a pas... Cela doit être fait. Alors, Vous avez vu comment il se retient de rire? Enfin non, il rit d'ailleurs, il rit, il a le sourire. Il a le sourire comme as. En mode, oh là là, c'est quand même vachement... Regardez, je parle de cul. Non mais, enfin, promis, je fais des efforts. Et vous voyez qu'il attend les rires. Vous voyez qu'il attend les rires et que ça fait rire personne parce que c'est pas drôle. Mais c'est gênant. alors, Donc, c'est une technologie importante que nous devrions, espérons-le, démontrer l'année prochaine. L'année prochaine, hein, le contrat avec NASA, c'était 2022. Ils devaient le tester ensuite en 2023. Ils ont dit ensuite en 2024, on l'a testé pendant un vol de Starship et ça marche. C'est faux. Et ils l'ont toujours pas testé en 2025. Voilà, ça c'est factuel. Vous pouvez vérifier vous-même. Dans ma vidéo Artemis, je montre le document de la NASA. La NASA est très inquiète à ce sujet parce qu'ils en ont rien à foutre SpaceX. Ils ne font pas du tout l'effort. Et la NASA, en tout cas, n'est pas au courant de ce qu'ils sont en train de foutre. Voilà. Ça, c'est factuel. Mais oui, l'année prochaine. L'année prochaine, vous inquiétez pas, l'année prochaine. Tu veux dire que là, il est en train de dire, on est en train de tester un bouclier thermique pour Mars. Chose qu'on connaît déjà depuis... Putain, les boucliers thermiques sur Mars, on les maîtrise depuis... 1979, je crois. L'un des problèmes les plus difficiles à résoudre est le bouclier thermique réutilisable. Personne n'a jamais développé un véritable bouclier thermique orbital réutilisable. Et ça, c'est quoi? Et ça, c'est quoi? Achetez ce livre, il est super. Je sais pas qui l'a fait, mais il est vraiment excellent. Et ça, c'est quoi? Vous savez quoi? Je vais la garder avec moi. Je vais la câliner, ça va me faire du bien. C'est pas possible d'entendre ça. Ça m'énerve parce que c'est la réécriture de l'histoire. Je veux dire, c'est pas vieux. Il s'en souvient, il était né. C'était en 2011, le dernier vol. Il le sait quand même. Enfin, je veux dire, on n'est pas con. NASA Spaceflight existait déjà. Eux aussi, eux-mêmes, ils ont dû être soufflés par ce truc-là. Alors ouais, ils voulaient peut-être dire pour Mars, mais je crois pas en fait, non? Parce que les tuiles, elles n'étaient pas à usage unique, hein, les tuiles de la navette. Donc, c'est extrêmement difficile à faire. Même le bouclier thermique de la navette nécessitait plusieurs mois de rénovation. Essentiellement, réparer les tuiles cassées, tester chaque tuile, car c'est un problème extrêmement difficile de pouvoir résister à la chaleur et à la pression extrême de la rentrée. Je suis désolé, ils se foutent de notre gueule. Oui, il y avait des tuiles qui devaient être remplacées. C'est pour ça que quand vous regardez le dessous d'une navette spatiale, quand elle est à partir de son deuxième, troisième vol, eh ben, vous pouviez voir que le dessous de la navette, eh ben, tu avais des tuiles qui étaient plus ou moins récentes, selon celles qui avaient été changées ou pas. Les tuiles étaient réutilisables. Il y avait de la casse, évidemment, parce qu'il y avait des contacts du fait que la navette était contre un immense réservoir au décollage, qui avait de la mousse qui se détachait. Bref, vous connaissez l'histoire. Et les seules choses qui peuvent vraiment supporter ce niveau de chaleur sont des sortes de céramique avancées, une sorte de, vous savez, essentiellement du verre, de l'alumine, certains types de carbone-carbone.
mais très très peu peuvent réellement survivre. Avec réutilisabilité sans s'éroder, ou tomber ou se fissurer, peuvent survivre aux contraintes de la rentrée. Donc ce sera... C'est faux. Alors, je vais vous montrer un truc. Voilà. Allez, on repart sur wikiarchive.space parce que ça y est, je suis tendu. Encore sur la physique, il peut cracher dessus parce que je suis pas physicien. Autant le voyage spatial, moi, ça me tend. Voilà. Il va beaucoup trop loin dans ce qu'il dit là. Hop, on va aller sur post-flight. Celle-là, elle est parfaite. On va la mettre en grand. Regardez, hop, hop, hop. Voilà. Ça, là. C'est du carbone-carbone. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure, là. À part le carbone-carbone, nanana. On est obligé de le remplacer, tout casser, blablabla. Ça, on le remplaçait quasiment jamais. Hein. Ça arrivait qu'on le remplace parce qu'il y avait quand même des garanties techniques. Le nez, il tenait très très bien, on le voit bien là. Et là, sur le côté, là, ce qu'on appelle le bord d'attaque, c'est le bord de l'aile, c'est le bordel. Ça aussi, c'était du carbone-carbone. C'est d'ailleurs à cet endroit-là qu'il y avait une fragilité en cas de choc. Mais sinon, en cas de résistance à l'atmosphère, c'était nickel. Hein. Et c'était pareil, c'était du carbone-carbone. Donc voilà, et là aussi, on est sur du bullshit absolu. Genre, il est en train de réinventer la roue, là, en fait. Là, il est en train de vous dire, voilà, le pneu SpaceX sera le premier pneu qui va tenir la route pendant plus de 10 000 km. T'as fumé, mon gars. Ça, c'est du carbone-carbone. C'était tranquille, hein, ça en faisait des rentrées. Hein. Pas de problème. Hein. On les voyait, les traces, d'ailleurs, sur la rentrée. Mais elle les faisait, les rentrées. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Hein. Putain, c'est pas possible de dire autant de merde et que les gens réagissent. Enfin, les gens, ils vont pas réagir en live. Il n'y a pas un mec dans l'audience qui va faire Hey, Musk, franchement, t'abuses, bro. Et puis surtout, les gens qui sont là, c'est des gens un peu triés sur le volet. Donc, à l'écouter, il veut un Starship sans entretien. C'est impossible. C'est impossible. Ou alors, il va inventer une nouvelle technologie, Elon Musk. Il va inventer les vaisseaux en diamant. Et même le diamant, il résiste pas à une entrée, je pense. Il n'y a rien qui est incassable dans la vie, quoi. La première fois que cela soit fait, qu'un bouclier thermique orbital réutilisable soit développé, et il doit être évidemment extrêmement fiable. Ce sera quelque chose sur lequel nous travaillerons pendant quelques années, je pense, pour continuer à peaufiner le bouclier thermique. C'est quelque chose de très... C'est réalisable. Donc, nous n'essayons pas de faire quelque chose d'irréalisable. C'est dans le domaine de la physique de... On n'essaye pas de faire des choses irréalisables. On va quitter le système solaire, mais t'inquiète, frère, c'est pas impossible. Rien n'est impossible avec nous. Vous inquiétez pas. Le réaliser. Simplement une chose extraordinairement difficile à accomplir. Ça, c'est pourquoi nous le testons très rigoureusement dans une atmosphère de dioxyde de carbone, parce qu'il doit fonctionner non seulement pour la Terre, mais aussi pour Mars. De par ses entreprises, et en particulier SpaceX, lui-même est responsable de beaucoup du CO2 qu'il y a sur Terre. Donc au pire, il attend quelques années et il pourra les tester ici. C'est dans l'air, là, les boucliers. Il n'y aura pas de souci. Hein. Nous voulons utiliser le même bouclier thermique pour la Terre que nous utilisons pour Mars, parce qu'il y a beaucoup d'autres facteurs avec le bouclier thermique. Comme s'assurer que les tuiles ne se fissurent pas ou ne tombent pas ou rien de ce genre. Oh, ce silence. Donc, nous développons des vaisseaux Starship de prochaine génération qui sont... Avoir un certain nombre d'améliorations. Le genre de haubans, là, ça facilite pour la flamme. C'est juste là. Ouais, il parle de l'interétage. Quand on fait du hot staging, c'est-à-dire quand on allume les moteurs du vaisseau pendant que ceux du booster sont encore en train de fonctionner. Il parle de cet interétage-là. Les moteurs du vaisseau peuvent plus facilement sortir à travers les entourtoises. Merci mon gars, mais ça date de la N1 hein, et même de la R7 soviétique. Ça date des années 60, hein, c'est pas toi qui l'as inventé, on a compris, mais je vois pas l'intérêt de nous expliquer ça, puisque ça existe, comme je le dis, depuis plus de 70 ans maintenant. Un peu plus de hauteur ici. 72 mètres, à partir d'environ 69. La capacité de propulseur... Vous l'avez entendu, sa blague? Toujours les mêmes blagues. Hein. Ici. 72 mètres, à partir d'environ 69. Voilà, il a son petit 69, il est content. La capacité de propulseur, je pense que nous allons probablement l'augmenter un peu. La porter à 3700 tonnes. À long terme, je suppose que nous sommes peut-être autour de 4000 tonnes. Et environ juste en quelque sorte argent ou 8, vous savez, en quelque sorte 8000. Et probablement comme 8303, ça continuera d'augmenter.
Oui, bon là, ils balancent des chiffres, c'est des annonces. Hein. C'est des annonces qui veulent rien dire. Hein. On rappelle qu'à un moment, Everyday Astronaut disait ouais, non, mais le Starship il pourra transporter 400 personnes. C'est pas 400 personnes dans un Starship, mais bon, bref. Ou alors très compressé, vraiment très, 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 très bien compacté, à la limite, peut-être, mais et encore. Prochaine version du Super Heavy. Mais c'est beaucoup plus léger. Pardon, ce silence, il me fume. Il dit plus rien? Je pense que ça a l'air incroyable. Ok. Et puis le vaisseau est un peu plus long. Et mon estimation est que cela finira probablement par être 20% de plus que cela à long terme. Les fameuses estimations d'Elon Musk, hein, on y croit tous. Ouais. Plus de tuiles dentelées. Je pense que ça a l'air très lisse. Ok. Donc, dans cette version, nous avons encore 6 moteurs, mais une future version en aura 9. Mais avec le Raptor 3 encore, nous avons amélioré. Ceci est vraiment la Starship version 3.0. Généralement, avec toute nouvelle technologie, ça prend 3 étapes majeures. 3 grandes itérations de toute technologie majeure pour vraiment bien fonctionner. Et cela avec le Raptor 3.0 et Starship et Booster version 3.0. Nous devrions être capables de réaliser toutes les choses que je viens de mentionner. Donc il faut, là, il est en train de dire, il faut 3 générations à un truc pour qu'il devienne bien. Donc en gros, là, il est en train de dire le V2, c'est de la merde. Le Starship V2, c'est de la merde, mais c'est normal. Parce qu'en fait, c'est le troisième qui est bien. Évidemment que Fast and Furious 3 est le meilleur Fast and Furious. La Clio 3 est la meilleure des Clio. Terminator 3 est le meilleur Terminator. Le Parrain 3 est le meilleur Parrain. Évidemment. Non mais tout 3 est meilleur. Ah oui, la troisième trilogie Star Wars est la meilleure trilogie. Indiana Jones 3, oui, évidemment. Attention si vous avez des frères et sœurs. Évidemment, voilà. Si vous êtes le troisième enfant de la famille, vous êtes le meilleur. Voilà. Désolé les autres, hein, vous étiez que des protos. Voilà, vous étiez des prototypes. L'iPhone 3 était meilleur que tous les autres iPhones, bien sûr. D'ailleurs, il n'y a pas eu d'autres iPhones après l'iPhone 3. Il n'y avait pas besoin d'en faire d'autres. Comme le Galaxy S3 hein, de Samsung, qui était donc le dernier Samsung Galaxy, puisqu'il n'y avait pas besoin d'en faire d'autres. C'est quoi cet argument? Je veux dire, ça marche dans quoi? Ça marche avec quoi? Honnêtement, ça marche avec quoi? Très honnêtement. Je suis fils unique, alors comment le troisième peut être le meilleur? Parce que t'es encore un proto, Valkyria. Malheureusement, il va falloir que tes parents fassent encore 2 enfants, parce que... Je suis désolé pour toi, Valkyria. Moi aussi, hein, je suis fils unique. Donc moi aussi, hein, je suis comme toi, là. Là, je suis comme toi, c'est pas possible. S'ils sont séparés, eh bah, ça sera la 3e femme de ton 3e père qui, quand il fera son 3e enfant. Et Starship et Booster version 3.0, nous devrions être capables de réaliser toutes les choses que je viens de mentionner, c'est-à-dire une fusée réutilisable et fiable avec ravitaillement orbital. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont pas tenter de faire du ravitaillement orbital sur le V2 et qu'il faudra attendre le prochain Starship pour faire du ravitaillement orbital? Bah les gars, on n'est pas sur la Lune. Hein. Enfin, on. Est-ce que là, il est en train de sous-entendre? Non mais t'inquiète, le ravitaillement orbital, il arrive dans mon prochain livre? Avec la version 3.0 de Starship, que nous prévoyons de lancer pour la première fois à la fin de cette année. Ah, à la fin de cette année. Bon bah d'accord. Bon bah on prend rendez-vous. On rappelle qu'en 2021, il disait à la fin de cette année, on fait le premier vol orbital de Starship. On est en 2025, le Starship n'a toujours pas fait de vol orbital. Ah mais d'accord, c'est le Flight 9 là, celui qu'on a eu en début de semaine, c'est celui de gauche là? C'est-à-dire que celui qui est complètement à droite là, c'est pas le V3. Ouais, c'est celui du milieu, le V3, ouais. Ah ouais, donc en fait, il fait le futur du futur là en fait. Il nous montre le futur du futur. C'est même plus Madame Irma là. Le gars est capable de tout prévoir en fait. Ouais. Donc tu peux voir que c'est un peu où les choses en sont à gauche, où les choses seront à fin de cette année au milieu. Et comme je le disais, un peu où les choses seront probablement à long terme. Oui, 142 mètres. Alors, et comme je l'ai dit, finalement faire en sorte que toute personne souhaitant déménager sur Mars et aider à construire une nouvelle civilisation puisse le faire. Alors, comme ce serait génial, n'est-ce pas? Et même si vous ne voulez pas le faire, peut-être que vous avez un fils ou une fille qui veut le faire ou un ami qui veut le faire. Et je pense que ce serait l'aventure, la meilleure aventure que l'on puisse faire, aller aider à construire
une nouvelle civilisation sur une nouvelle planète. Donc oui, finalement, nous aurons 42 moteurs, ce qui... C'était inévitable. Voilà. Donc, Comme la prophétie... oui, parce que 42, la réponse à la grande question de l'univers. Et parce que lui, en fait, il jure que par deux trucs, c'est 69 et 42. Ça m'étonnerait pas que ce soit son mot de passe, 69-42. Bon, comme d'hab, quoi. l'avait prédit par le grand prophète Douglas Adams dans son, vous savez, livre. Oui, un livre. Oui, un livre. Avec des feuilles, des Le pages. guide du voyageur galactique. Avec des mots et tout. La réponse au sens de la vie est 42. Oui, il est fan de Douglas Adams. Et je pense pas que Douglas Adams aurait été fan de Elon Musk, si vous voulez mon avis. Mais bon, après, ça, c'est une autre histoire. Je voulais juste préciser qu'il annonce 200 tonnes en orbite pour le Starship. Actuellement, vous savez combien il est le tonnage en orbite du Starship? Exactement, 0 tonnes. Tout à fait. Actuellement, le Starship est à 0 tonnes en orbite. Et c'est bien qu'il annonce qu'il va faire 2 fois plus que la Saturne V, sachant qu'il faut 15 Starship pour aller sur la Lune et qu'il fallait une Saturne V pour aller sur la Lune. Sans réutilisabilité, Starship aurait environ 400 tonnes de charge utile en orbite. Source. Mais vous avez besoin d'une grande fusée, vous savez, pour... Vous savez, rendre la vie multiplanétaire. Et puis, sans chemin, nous pourrions faire des choses très cool comme avoir une base lunaire. Comme Moonbase Alpha. Nous devrions avoir une base lunaire Alpha. Qu'est-ce que l'étape suivante après le programme Apollo serait d'avoir une base sur la Lune. Bah, en vrai, t'es un petit peu payé pour ça. Moi, je dis ça, je dis rien, mais ça fait depuis 2022 que tu devais déjà faire tes premiers tests du Starship lunaire. Je trouve ça un peu culotté qui dit oh, en fait, j'ai eu une idée. Et si on allait sur la Lune avec le Starship? Il a littéralement reçu et déjà dépensé 3 milliards de la NASA pour le programme Artemis pour faire un module lunaire et faire les essais sur la Lune. Voilà, le 30 mai 2025, il se réveille, il fait oh les bros, j'ai eu une idée de dingue ce matin là. Franchement, on prend un Starship et on va sur la Lune et on fait le relais d'Apollo. On appellerait ça, je sais pas, Cyber Artemis ou Cyber Apollo. On ferait des cyberpods. Donc, vous pourriez comme avoir une gigantesque station scientifique, faire des recherches sur la nature de l'univers sur la Lune. Ce serait très cool. Ah ouais, ça serait très cool. C'est une excellente idée, ça, Elon. Vraiment, putain, absolument personne n'y avait pensé et personne ne t'a payé pour ça. Hein. Vraiment, personne ne t'a donné 3 milliards de dollars pour ça. Hein. C'est vraiment un visionnaire. C'est vraiment, je sais pas d'où il sort ça. Donc, en termes de comme quand peux-tu aller sur Mars? Tu peux aller sur Mars tous les 2 ans ou tous les 26 mois. Donc, la prochaine opportunité pour Mars est à la fin de l'année prochaine, dans environ 18 mois. Donc, novembre, décembre est la prochaine opportunité pour Mars. Donc, nous essaierons de saisir cette opportunité si nous avons de la chance. Mais si nous réussissons le ravitaillement orbital à temps, alors nous lancerons le premier Starship sans équipage vers Mars à la fin de l'année prochaine. Alors, là aussi, on va rester factuel. Hein. C'est bien qu'il annonce que l'année prochaine, il va faire une répétition, envoyer un Starship inhabité vers Mars, parce que selon le contrat qu'il a avec la NASA, ça fait depuis 2023 que la NASA attend que SpaceX envoie un Starship non habité sur la Lune. C'est un autre boulot que Mars. Hein. Mais la grande répétition qui devait arriver pour Artemis 4 à la base était prévue pour 2023. Pour pouvoir faire en sorte que les équipages se posent en 2024. Est-ce que vous avez remarqué, nous sommes quasiment à la fin. Hein. On a fait 33 minutes il reste 10 minutes. On a fait les 3 quarts. Il n'a pas cité une fois le mot Artemis. Pas une seule fois HLS. Exactement, Francky. Il n'a pas dit une seule fois HLS. C'est comme si le programme Artemis n'existait pas pour lui. Et quand il parle de la Lune, c'est pour dire « Ah, j'ai une idée, on pourrait faire une base lunaire et faire de la science dessus. » Mais pas Artemis, du coup. Ce serait sa base lunaire, la base lunaire de SpaceX sur la Lune, pour que lui, il décide de quoi... Enfin, qu'est-ce qu'on fait dessus, quoi. Grosso modo, c'est un peu ça. Hein. Je surinterprète à peine, vraiment. C'est-à-dire que là, la NASA lui a donné 3 milliards de dollars pour qu'il fasse son propre truc. Donc, ça c'est une illustration de comment un vaisseau spatial va de la Terre à Mars. Vous avez donc la Terre en bleu et Mars en rouge. Ils auraient pu accélérer un peu plus. Hein. Et je veux dire, la distance, c'est comme 1000 fois plus loin que la Lune.
Oui, c'est 1000 fois Alors, plus loin que la vous- Lune, donc oui, peut-être que tu devrais peut-être essayer, avec l'argent qu'on t'a donné, de respecter ton contrat qui disait que en 2023, tu devais faire ta répétition sur la Lune. C'est moins loin, c'est plus facile. T'as une fenêtre tout le temps, t'as pas d'excuses. Et si vous regardez sur votre routeur Wi-Fi Starlink, vous verrez cette image parce que le Wi-Fi Starlink est ce qui est l'Internet Starlink et ce qui est utilisé pour payer l'humanité pour aller sur Mars. Et je tiens à remercier tous ceux qui ont acheté Starlink car vous contribuez à payer, à sécuriser l'avenir de la civilisation et à rendre la vie multiplanétaire et à faire de l'humanité une civilisation voyageuse de l'espace. Merci. 3 milliards de la NASA, c'est... Starship, ils ont cramé plus de 4 milliards, dont 3 milliards de la NASA qui sont déjà cramés. Et ils remercient les utilisateurs de Starlink. Mais elle existe, la NASA, dans sa timeline, ou est-ce qu'on regarde pas une conférence qui se passe dans un univers parallèle où la NASA n'existe pas, où le programme Artemis n'a jamais été créé, où les lois de la physique sont complètement différentes? Attends, là je suis en train de me demander si je me suis pas téléporté sur Terre 4269 pour rester avec lui. Ouais, on est dans What If là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'aux dernières nouvelles, non, c'est pas Starlink qui paye Starship. En partie, mais pas majoritairement, clairement pas. Bon, là, il va être obligé de payer avec Starlink parce qu'il a plus de thunes de la NASA. Parce qu'il n'y a aucune raison que la NASA lui donne plus d'argent, puisqu'il ne respecte pas le contrat. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh putain, qu'est-ce que c'est que cette merde? Pourquoi il y a du bleu et du rouge? Voici donc un plan de jeu provisoire où nous espérons réaliser, où nous augmentons considérablement la cadence des vols vers Mars à chaque fenêtre de lancement. Donc tous les environ 2 ans. J'imagine qu'il y en a qui ont besoin de traduction là. 2026, 5 atterrisseurs, 10 tonnes par Starship qui va vers la Lune. Vers Mars, pardon. Mars. La Lune n'existe pas, excusez-moi. L'objectif, c'est de prouver qu'on peut aller vers Mars, envoyer un minimum de véhicules viables et maximiser ce qu'on en apprend. Donc là, il parle des Starships. Et faire des démonstrations de technologies clés nécessaires pour le transit vers Mars et l'atterrissage. Donc ça, c'est l'année prochaine. 2028-2029, donc 2 ans plus tard, 2 ans et demi plus tard, 20 atterrisseurs, 75 tonnes sur Mars. Objectif, faire atterrir la première infrastructure initiale, confirmer qu'on a une disponibilité de ressources sur place, préparer les futures zones d'atterrissage et délivrer de l'équipement pour les gens. Il n'y a pas encore de gens, mais c'est juste, voilà, c'est juste en avance, quoi. 2030-2031, donc encore la fenêtre d'après. 100 atterrisseurs. Ça en fait un tous les 3 jours. Ça en fait un tous les 3 jours en moyenne sur Mars. De 150 tonnes délivrées sur Mars par Starship. Je le répète, 150 tonnes délivrées sur place par Starship. C'est-à-dire que d'ici 2-3 ans, les Starships, ils pourront emmener sur Mars 150 tonnes. Vous n'êtes pas prêts. Attendez, pour le 2030-2031, c'est pire encore après. Objectif. Minage de ressources pour générer du carburant. Construire des routes et des pas de tir. Sur Mars, pas sur Terre, sur Mars. Construire des habitats. Augmenter la génération de puissance et le stockage sur place. Et enfin, 2033, c'est demain, 2033, 500 Starships sur place, envoyés. Donc ça fait quasiment 1,5-2 par jour. 300 tonnes par Starship. Les objectifs. Augmenter l'indépendance de la Terre, donc être de plus en plus indépendant de la Terre, pour être de plus en plus en autarcie, on va dire, indépendant sur Mars. Faire du minage des ressources martiennes. Développer la mobilité sur place. Donc, en gros, on pose des Tesla, quoi. Et faire un réseau de communication global. Donc, grosso modo, ils balancent des Starlink et puis tout le monde a Internet sur place pour jouer à Fortnite, quoi.
Merci pour ce live. Je me demande pourquoi il ne prévoit pas 500 atterrissages dès 2026. Bah en fait, il pourrait, ouais. Parce que ça serait tout aussi éclaté au sol que ce qu'on a là, quoi. C'est éclataxe, quoi. Il y a rien qui va. Oui, après, c'est le Elon Time, je sais, blablabla, la kétamine. Bon, bref. Nous augmentons considérablement le nombre de vaisseaux qui vont vers Mars. Et finalement essayer d'atteindre 1000 ou 2000 vaisseaux. Vous savez, par rendez-vous avec Mars. Alors, je veux dire, à titre d'ordre de grandeur approximatif, ce sont que des suppositions évidemment. Mais nous devons obtenir environ 1 million de tonnes, est mon estimation, à la surface de Mars pour rendre une civilisation sur Mars autosuffisante. Voilà, donc il n'est pas allé consulter des scientifiques, puisque les scientifiques lui auraient dit bah non, bro, c'est pas possible en fait. Ton plan là, il marche pas. Les règles de la biologie, ça marche pas comme ça. Donc, du coup, il a dit bon, bah si c'est ça, moi je vais faire mes propres calculs. On a besoin d'1 million de tonnes de on ne sait quoi sur Mars pour faire une civilisation qui marche. Et c'est pas la première fois qu'il dit ça. Ça fait depuis 2022 qu'il dit il faut 1 million de tonnes sur Mars pour la rendre viable. On dit pas, on sait pas 1 million de quoi. On sait pas pour combien de personnes. On sait pas. Il y a rien. C'est juste il dit ça, c'est tout. Il y a rien. Ça sort de son cul. C'est vraiment du bullshit. J'ai jamais vu ça, quoi. C'est encore une fois à ce point critique où si les vaisseaux de ravitaillement de la Terre cessaient d'arriver pour une raison quelconque, Mars réussit toujours. Mars peut encore croître. Et donc vous ne pouvez manquer de rien. Vous ne pouvez manquer même de l'équivalent de la vitamine C ou quoi que ce soit. Vous devez avoir tout ce dont vous avez besoin pour que Mars croisse. Genre quelques tonnes de kétamine, hein. Bien sûr, faut y penser. Un petit Starship de kétamine pour Musk et puis c'est parti. C'est essentiel. Donc, je suppose que c'est environ 1 million de tonnes, mais cela pourrait être 10 millions de tonnes. J'espère que ce n'est pas 100 millions de tonnes. Ce serait beaucoup. Mais nous voulons essayer d'atteindre ce point et assurer l'avenir de la civilisation aussi rapidement que possible. Mais... Ouais, alors pour moi c'est 1 million de tonnes, mais ça peut être 10, ça peut être 50, ça peut être 100. Voilà, bon, c'est... Ouais, faut voir, quoi. Ça se négocie. Et c'est pas comme ça que ça marche, hein, mon gars. Hein. Nous envisageons donc différents emplacements. Le principal candidat pour l'instant est la région d'Arcadia. Eh bien, donc les premiers vols là-bas, nous les enverrons avec le robot Optimus, afin qu'ils puissent aller explorer et en quelque sorte préparer le terrain pour les humains. Demandez-vous pourquoi la NASA fait pas des robots humanoïdes sur Mars. Peut-être parce qu'en fait, c'est pas l'humain en tant que forme, c'est pas forcément le truc le plus optimisé en fait pour aller sur Mars. Je veux dire, c'est pas parce que ça ressemble à un humain que c'est bien. Parce que là du coup, il y a des jointures qui servent à rien. Hein. Rien que le fait qu'il puisse tourner la tête, qu'est-ce qu'on en a à foutre? En fait, il suffirait de mettre une caméra 360 et c'est bon. Il y a rien qui tourne, ça fait un joint en moins. Vous voyez ce que je veux dire? Une rotule en moins plutôt. Enfin, le pied, le genou, la jambe, on s'en branle. Tu fous ça sur des roues et puis c'est fini. Et ton Optimus marchera pas sur... Il marche déjà pas sur Terre. Et ce sera une image très cool si nous parvenons à le réaliser en lançant à la fin de l'année prochaine. Mais ce serait une image épique de voir Optimus marcher sur la surface de Mars. Et ensuite, avec le lancement 2 ans plus tard, nous enverrions des humains, en supposant que les premières missions soient réussies et qu'elles atterrissent avec succès. Nous enverrions des humains sur la mission suivante. Et nous commencerions vraiment à construire l'infrastructure pour Mars. En tout cas, peut-être, pour être sûr, et peut-être qu'on en fera juste 2. 2 épisodes d'atterrissage avec l'Optimus, et faire le 3e avec des humains. Nous verrons. Donc, c'est marrant. cette image classique des ouvriers sur l'Empire State. Ok. Et puis, Ça fait pour les rire communications sur personne. Hein. Mars, nous utiliserons une version de Starlink pour fournir... Il est pas facile le public de Elon Musk ce soir. Hein. Il y a eu des conférences où il avait un meilleur public que ça. Hein. Putain, la vache, son public il décline d'année en année. Ça fait plaisir à voir entre nous. Ah oui, et puis bien sûr les Starlink sur Mars. Hein. Parce que vu qu'ils détruisent la Terre, autant détruire Mars aussi. Internet sur Mars. Ce silence. Ce silence. Oui. Donc, la vitesse de la lumière, même en se déplaçant à la vitesse de la lumière, dans le meilleur des cas, c'est... je suppose qu'on arrive à environ 3 minutes et demie jusqu'à Mars. Comment ça, je suppose?
Comment ça, je suppose, Elon Musk, ça y est, t'es en train de réinventer la physique là? Tu vas nous dire, tu vas nous sortir un papier qui s'appellera Théorie de la générale relativité, et tu vas dire que c'est toi qui l'as inventé, non? Demande un prix Nobel tant que tu y es. Hein. Si tu arrives à calculer la distance Terre-Mars à la vitesse de la lumière, franchement, il fait ça à chaque fois en plus. Hein, parce que j'ai vu ses conférences en VO. Hein. En VO, c'est pareil. Il dit des choses qui sont parfois scientifiquement vraies et prouvées depuis des siècles. Et il va te dire, ouais, je suppose, j'ai fait le calcul et ça donne que ça. Mais oui, mais ça, on le sait déjà, on le savait largement avant toi, en fait, mon gars. Je veux dire, sinon la NASA, elle aurait quelques problèmes pour communiquer avec les rovers. Alors, de toute façon, c'est Oui, c'est c'est assez difficile de faire des communications à haut débit avec Mars. Mais Starlink y parviendra. Pardon. Oui, et puis nous aurons les premiers humains poser les bases d'une présence permanente à la surface. Eh oui. Le but, comme je l'ai dit, sera de rendre Mars autonome le plus rapidement possible. C'est juste une sorte d'idée approximative de ce que sera la première ville sur Mars. Je suppose que nous mettrons probablement les rampes de lancement un peu plus loin. 10 lancements depuis la Terre par jour, depuis plusieurs pas de tir. Ils sont malades. Juste au cas où. Il a mis... Non mais c'est pas possible. C'est pas possible. Il a mis des numéros au pif. Puisque vous ne pouvez pas vraiment marcher sur la surface de Mars, du moins pas encore jusqu'à ce que Mars soit terraformé pour être comme la Terre. Oh bah oui, oui, quitte à faire. Bah oui, quitte à faire, on terraforme aussi. Oui, bah oui, j'avais oublié. J'avais oublié la terraformation. Bah oui, c'est tellement facile. Vous avez besoin de marcher avec une combinaison martienne et d'être, vous savez, initialement dans des sortes de dômes en verre. Mais ça fonctionnerait. Et finalement, nous pourrions transformer Mars en une planète semblable à la Terre. Pourquoi? Et puis, nous, bah, c'est comme une civilisation sérieuse. Pourquoi? Une mégatonne par fenêtre de transfert. Il attend les applaudissements. Donc oui, il y aurait beaucoup de spatioport. Il n'y a personne qui réagit. Il y a personne qui réagit. Alors, on pourrait dire le silence, c'est l'IA. Non, non, le silence, c'est pas l'IA. Hein. L'IA, elle reproduit quand il y a des applaudissements, elle le met. Hein. Et surtout, on les verrait réagir. Le public, il est mort à l'intérieur. Enfin, c'est pas qu'ils bitent rien, ils comprennent très très bien, mais c'est juste qu'ils sont pas cons, quoi. En une planète. Ou pas complètement. Semblable à la Terre. Et là, regardez, il attend. Il attend. Et nous voulons, il attend les applaudissements. Point, nous transférons plus d'1 million. En fait, c'est comme, vous savez, les humoristes, ils savent, grosso modo, quand le public va rire. Et donc, du coup, ils savent qu'ils doivent, à quel moment ils doivent s'arrêter pour attendre le rire et reprendre derrière. Et ben là, c'est pareil. Là, il attend l'applaudissement qu'il avait prévu, mais il y a R qui arrive. The Big Bang Theory without laugh tracks. Oui, c'est ça. C'est comme une sitcom. Vous savez, dans les sitcoms, c'est pareil. Si vous enlevez les rires d'une sitcom, vous voyez qu'à un moment, bah, les comédiens, ils s'arrêtent de parler. Et franchement, ça m'étonnerait pas qu'en 2030, bah on soit tous comme ça, les gars. On sera tous comme ça. Il y a personne qui réagit, quoi. C'est normal, c'est éclaté au sol ce qu'il raconte. À chaque fenêtre de transfert vers Mars. Et puis, nous, bah, c'est comme une civilisation sérieuse. Une mégatonne par fenêtre de transfert. Tu vois, là, il fait une punchline. Il dit un gros chiffre. Genre, c'est une grosse annonce. Il est très fier. Et il regarde en bas, genre, je suis modeste, tu vois. Une mégatonne. Vous vous rendez compte? Une mégatonne. Et là, il cherche l'attention du public. Regardez. Il attend. Il n'y a rien qui vient. Donc oui, il y aurait beaucoup de spatioport. Je veux dire, en raison du fait que vous ne pouvez pas y voler continuellement et que vous devez transférer pendant ces fenêtres, vous auriez un rassemblement de 1000 vaisseaux ou 2000 vaisseaux ou plus que cela. Oh bah donc, oui, carrément. Nous recherchons un peu une ambiance comme Battlestar Galactica où tous ces vaisseaux sont en orbite, en attente de partir et... Ah, c'est bien, Battlestar Galactica. Vous voyez, des fois, il peut sourcer. Je pense à une image incroyable de tous ces vaisseaux partant en même temps. Et puis, il vous faudra évidemment beaucoup de rampes de lancement, beaucoup d'aires d'atterrissage sur Mars, où vous devrez déplacer les vaisseaux. De toute façon, nous résoudrons ce problème plus tard. Oui, on verra. Et attendez, le taux de réussite, il doit être de 100% aussi, du coup. La fiabilité, elle doit être de 100% en fait. Parce que si tu es à 99,9%, tu as un Starship qui s'écrase.
de 300 tonnes. Un nouveau monde. Et c'est aussi une occasion, je pense, pour les Martiens de repenser comment ils veulent que la civilisation soit. Donc, vous pouvez peut-être repenser à quel type... Comme il a repensé l'algorithme de X, hein, bien sûr, pour le mettre à l'image de comment il voulait, lui, une civilisation. C'est littéralement ça. Hein. Mais vous avez vu que personne ne réagit. Hein. Toujours aucune réaction du public. Hein. de gouvernement vous voulez, quelles nouvelles règles... À part... Oh là, oh putain, ça glisse. Vous aurez remarqué que les gens n'ont applaudi que sur les trucs techniques. Genre, ils ont applaudi pour le nouveau Raptor 3. Ils ont applaudi quand ils se sentaient obligés, quand il a parlé du futur du Starship. Genre à quoi il va ressembler. En fait, les gens n'ont pas applaudi par rapport à Mars, ni vraiment la Lune, en fait, au final. Les mecs, ils applaudissent. D'ailleurs, il y a quasiment que des mecs hein, dans la salle. Je viens de caler. Ils ne réagissent pas par rapport à ces délires martiens. Hein. Je pense que plus personne n'y croit à ces conneries. Hein. Martiens de repenser comment ils veulent que la civilisation soit. Vas-y. Donc, vous pouvez peut-être repenser à quel type de gouvernement vous voulez, quelles nouvelles règles vous voulez avoir. Il y a beaucoup de liberté et d'opportunités sur Mars pour recomposer la civilisation, ce qui reviendra aux Martiens. Alors d'accord, faisons-le. Vous avez vu comment il est obligé de les pousser? Regardez, il a fait un geste du bras, genre... Hey, vous êtes avec moi ou pas? Putain, c'est cringe. Oh. Je vous le remets ce passage, hein. En plus du fait que vous pourrez choisir votre propre gouvernement, comment vous voulez mettre les règles. C'est vrai qu'on a tous choisi hein, pour ce qui s'est passé sur X, on l'a vraiment bien choisi. Hein. Sur Mars, pour recomposer la civilisation, ce qui reviendra aux Martiens. Alors d'accord, faisons-le. Merci à tous. C'est éclaté. C'est quoi ce truc là qu'on vient de regarder? Mais c'est un truc de fou. En fait, si ça coûtait pas si cher aux contribuables américains, ce serait drôle. Attends, tu parles de contribuables américains? Moi, je te parle de contribuables européens. Hein. Parce que l'annulation de la SLS qui est prévue là. Je rappelle que nos impôts, vos impôts, les impôts, ont payé le module de service d'Artemis 3, 4, 5. Je crois même qu'il y a le 6 en construction chez Airbus actuellement. C'est nos impôts qui l'ont payé ça. Hein. Une partie de la Gateway aussi. Une partie de la Gateway, c'est nos impôts. Et ça si c'est annulé, ça part dans des musées. Hein. Donc on aura financé une nouvelle salle dans un musée américain. Il y aura peut-être un module de service ou deux qui vont finir en Europe. Mais dites pas c'est les impôts des Américains, on s'en fout, parce que c'est pas les impôts des Américains. Hein. Pas que. Mais Morgoth, la SLS a pas pris tant de retard. Je rappelle que Airbus, Defense and Space, donc le module de service Orion, c'est la seule chose qui est parfaitement à l'heure et même un peu en avance. Puis Mars, c'est invivable. Ouais, mais Mars, c'est plus facile à vendre parce que c'est plus loin. En gros, vu qu'il n'est pas capable d'aller, on va dire, imaginons, il part de Marseille. Il a un contrat pour faire un train qui fait Marseille-Lyon. Vu qu'il se rend compte qu'il n'est pas capable de faire un train dans les temps qui fait un Marseille-Lyon, il fait t'inquiète. Parce que si tu attends encore une dizaine d'années, moi, mon train, il va à Paris. C'est ça qu'on voit depuis quelques mois. Depuis quelques mois, il dit non mais, la Lune. La Lune, c'est surfait. Hein. Moi, je vais plus loin que ça. Hein. Moi, je suis au-dessus de ça. Hein. Moi, je vais Mars, moi. Du coup, comment va réagir les USA quand les Chinois leur auront damé le pion sur la Lune? Bah, si Musk est malin, il soufflera dans l'oreille de Trump et de son chien Isaac Mann et dit... Pardon, j'ai glissé, pardon. Bro, la strat, c'est de dire... Ouais, mais les Chinois, de toute façon, ils sont deuxièmes. Puisque les Américains étaient les premiers en 1969. Nous, on est passé à autre chose. Nous, on est carrément sur Mars, nous. Nous, on vise Mars, nous, on s'en fout. Qu'est-ce qu'on s'en va foutre de la Lune? On l'a laisse aux Chinois. Surcoté, la Lune, hein. Surcoté de ouf, hein. Depuis début janvier, à peu près. C'est ça le discours qu'on a de la Maison-Blanche et de Musk. Ça me débecte. Moi, ça me dégoûte. Ça me dégoûte parce qu'à côté de ça, moi, je vois des gens hein, sur les réseaux sociaux, sur plein d'endroits, sur des Discord, qui disent non, mais
Le Starship, c'est l'avenir du spatial, en fait. C'est-à-dire que la science, le Starship, c'est la science spatiale. Et le reste, bon, c'est pas de l'innovation. Et c'est à peu près le même discours que j'ai aussi dans les commentaires de mes vidéos ces derniers temps autour du Concorde. Les gens arrivent dans le documentaire Concorde et disent bah tu vois, le Concorde, c'était le dernier projet sur lequel l'Europe, enfin plutôt la France, a innové. Bon, on rappelle déjà que le Concorde, c'était pas la France, c'était 50% la France, 50% le Royaume-Uni. Donc c'est pas la France, c'est la France et le Royaume-Uni. Ça, c'est important de le dire. Parce qu'il y a beaucoup de trucs qui viennent du Royaume-Uni sur Concorde, tout autant que la France. Notamment les moteurs Olympus. Ah bah tiens, c'est les moteurs du Vulcan britannique. Le nez qui fait le drop nose. Oh bah c'est britannique. Bizarre, hein. Ça vient du Hawker Siddeley. Oh bah très très bizarre. Bref. Ce que je veux dire par là, c'est que en fait, il y a une vibe. Si on fait pas toujours plus rapide, plus haut, plus loin, plus ce que vous voulez, plus gros, plus large, plus truc, bah c'est pas intéressant. C'est pas tout ce qui compte, c'est que ce soit plus en fait. Genre, si un avion est pas supersonique, il est moins innovant que Concorde. Ce qui n'a aucun sens, hein, en vrai, quand on y regarde. Et ça raccroche avec le discours des fans de Musk qui disent depuis 20 ans, la NASA ne fait rien. Ça fait 20 ans que la NASA n'innove plus. Ce qui n'a tout autant aucun sens. Et ça, je l'avais démontré factuellement, puisque depuis 20 ans, la NASA a survolé Pluton, la NASA a visité toutes les lunes de Saturne, la NASA a posé des rovers, beaucoup de rovers sur Mars. Enfin, je veux dire, on a fait des choses, hein. Et il n'y a pas que ça, hein. La NASA a récolté des échantillons sur des comètes et les a ramenés sur Terre. Ça, c'est de l'innovation. Ça, c'est de la science. Et en fait, visiblement, on confond l'ingénierie et la science et la recherche scientifique. Mais vous voyez, ça fait partie de tout ce qui est un peu aussi... ça raccroche aussi à la réécriture de l'histoire, avec en mode, ouais, on n'a jamais fait de trucs réutilisables, de tuiles thermiques, de boucliers thermiques réutilisables. Ce qui est totalement faux, en fait. C'est totalement infondé, en fait. Ça n'a aucun sens de dire ça. C'est faux. C'est juste faux, en fait. Fallait qu'on doom. De toute façon, il est 2h30. Je pouvais pas tenir plus. Regardez ça. Regardez-moi ça. Regardez sur quel Twitter je tombe, là. Quel enfer. Pour ceux qui n'ont pas vu, je suis sur un live tweet de Everyday Astronaut. Si vous regardez en replay, sachez qu'il y a tout un contexte pour lequel je suis dans cet état-là aussi. Un contexte qui remonte à plusieurs semaines. Donc c'est pour ça aussi que je streamais pas beaucoup ces derniers temps. Et ouais. En tout cas, ça fait plaisir de te retrouver en live. Oui, bah c'est gentil. Moi, ça m'a fait du bien hier. Aujourd'hui, un peu moins. À part la partie montage où on s'est bien amusé, on a bien rigolé. Là, je rigole un peu moins. Là, honnêtement, là, j'accuse le coup là de ce qu'on vient de s'infliger là. Ça tape un peu. Kibo. Tu me fais la gueule? Kibo, tu fais la gueule? Tu veux pas dire bonjour? Je crois qu'il vous aime pas en fait, Kibo. Hein. Je crois qu'au fond, il vous aime pas, Kibo. Et si je te donne du manger? Il veut pas dire bonsoir. Ouais. Kibo, il veut pas dire bonsoir. Ah, il a entendu le bruit des récompenses. Qu'est-ce que c'est? Tu veux ça? Viens. Ah, là, tu viens, là. Là, tu viens. Kibo? Ah, si. Ouais, c'est bien. Ah, vous le voyez pas avec le micro. Hop. Toi, SpaceX, ça te pourrait te payer plein de croquettes hein, si on était pro Musk. Hein. Oh, tu serais blindé de croquettes comme ça. Moi. Mais ouais. Ouais, maintenant, regardez, il est devenu un chien aigri. T'es devenu un vieux chien sénile? Kibo, c'était un vieux chien assis. Ouais, bon, bah... je crois qu'il est pas d'accord. Kibo, c'était un jeune chien assis. Ah, il a hésité, il a réfléchi. Il a réfléchi, il est pas sûr. Il est pas sûr. Ouais, il est pas sûr, un boubou. Hein.
Mais ouais, toujours un bon chien. Toujours le meilleur chien du monde. En tout cas, ouais, erreur 404, le Kibo. Ouais, non, mais il me fait ça. Il est un peu. Ouais, il est un peu dans le coltard, là. Comme moi, il est fatigué, là. Je pensais pas traîner jusqu'à 4 heures. Moi non plus. C'était pas le plan. Surtout après, je sais pas combien d'heures de montage qu'on a passé. Voilà, je vais vous dire. On a fait 6 heures de montage et 5 heures du reste. Voilà, on a fait 11 heures de stream ce soir. Super. Petit boubou. C'est un bon chien, ça. C'est qui ça? Tu dis bonne nuit? Tu dis bonne nuit? Bonne nuit. Il a toujours la tête sur ma main. Bonne nuit. Bonne nuit, Kibo.